Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur News Africa Télévision qui vous reçoit sur votre émission Débat. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets tels que la rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires, l'introduction d'une loi de révision de la Constitution par un député BR. Nous n'allons pas aussi occulter la retraite anticipée des agents de la force de l'ordre et de sécurité. Et pour finir, nous allons clore l'émission avec une petite analyse statistique sur la CAN qui est en cours. Et pour ça, je reçois pour vous, à ma droite, Guy Tchafa. Bonjour, monsieur Guy. C'est un réel plaisir de toujours vous avoir sur ce plateau-là. Un plaisir partagé. Plaisir partagé. Je m'en rassure. Et vis-à-vis de vous, j'ai Anicet Diyo, journaliste. D'abord, Anicet Diyo est journaliste. Mais Guy Tchafa est consultant en stratégie de communication. Donc, c'est mon patron. Je vous respecte. Je vous respecte, patron. Et là, nous allons sans plus tarder aborder le premier sujet. Nous en avons 4. Et là, la rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, écoutez, nous sommes, ça fait partie des prérogatives du chef de l'État, d'accord, de consulter les composantes je vais dire, de consulter la nation, entre autres les composantes de la nation, d'accord, sur les questions d'intérêt national. Et cette rencontre, en réalité, fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle qui, on en avait parlé d'ailleurs la semaine passée, qui renvoyait aux députés, enfin qui ordonnait plutôt aux députés, d'accord, d'aller modifier le code électoral. Vu sa saisine par un citoyen. Et je crois que la Cour s'était déclaré la requête irrecevable, mais s'est auto-saisie, d'accord, du sujet a ainsi statué. Bon. En réalité, bon, le chef de l'État, comme je l'ai dit au début, il est dans ses prérogatives, il a voulu parler avec tout le monde, il a rencontré tous les membres des groupes, tous les groupes parlementaires, les 3. C'est-à-dire les groupes parlementaires des 3 formations politiques qui représentent la nation au niveau de l'Assemblée nationale. Et des 3, il n'y a que, comment vous appelez, les démocrates qui ont fait un compte rendu, d'accord, de leur rencontre avec le chef de l'État. Et nous avons, en tout cas, moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention le compte rendu des démocrates. Et bon, beaucoup de choses ont été dites. Ce qui intéresse, ou bien ce qui tout de suite frappe à l'œil, c'est lorsque un de vos collègues, journalistes, français écrit a dit que le chef de l'État aurait donné son numéro personnel au député. À quelle fin? Je ne saurais le dire. J'allais vous poser la question, mais je préfère la poser à Anicet Diyo. Est-ce que, Anicet Diyo, sur 3 groupes parlementaires, c'est un seul qui a pu faire, les démocrates, un parti qui a pu faire une déclaration. Est-ce qu'il y a une connivence entre le chef de l'État et parce que des suites de certaines enquêtes, on a appris que, bon. Vous savez, oui. Moi, ça ne m'étonne pas que les partis BR, UPR n'aient pas fait une déclaration. Et parce que tout le temps, il faut constater que ces 2 partis s'arrogent le bilan du pouvoir en place. Oui. Les partis sur moi, dit-on. Ça veut dire quoi? S'ils sont allés parler avec le chef de l'État, peut-être que, d'abord, ils sont des représentants du peuple. Mais eux, c'est en complémentarité aux exigences du pouvoir et aux désirata du chef de l'État. Donc, ils ne sont pas tenus
Ils ne sont pas tenus de faire un point. Voilà deux partis qui travaillent pour le chef de l'État de 2019 à nos jours. Donc, eux qui rendent compte au peuple ou pas, ce n'est pas leur inquiétude. Peut-être qu'ils n'ont même pas cette présence. Ce n'est pas une préoccupation pour UP et le BR. Mais par contre, les démocrates, eux, se voient dans l'obligation de restituer les contenus de leurs échanges avec l'exécutif. Bon, de bon droit, le peuple a besoin de savoir. Et si les démocrates n'intervenaient pas, bon, le chef de l'État donnait son numéro au député. Bon, le numéro d'un chef de l'État, ben, dans l'appareil étatique, et puis son numéro n'est pas un truc qui va se rarifier au niveau des députés et autres. Si un député en a besoin vraiment, il peut l'avoir. Avec ou sans numéro, on peut avoir accès au chef de l'État. Oui, oui. Donc, on ne va pas faire une polémique sur ce sujet de numéro de téléphone. Ben, il faut juste comprendre que moi, ma lecture est que le président de la République fait son opération de charme. Le pouvoir en place a le dos au mur, il faut vraiment toucher la Constitution, il faut ajuster le code électoral. Donc, on a besoin des représentants du peuple. Si on a besoin des représentants du peuple, il faut que ces représentants soient effectivement au pas de charge. Qu'ils sachent qu'ils représentent le peuple. Vous venez de parler de la retouche de la Constitution. Oui, si c'est pas ça, ben... Non, avant l'urgence. Je voudrais... Ah, mais Guédiawa voudrait dire quelque chose. Sinon, il y a un sujet qui concerne... On va en arriver là. Oui, voilà. Bon, allez-y. Je vais dire ceci. Vous savez, moi, je considère que l'opération de tout président de la République a le droit de faire cette opération-là. Mais par contre, c'est ce qui se cache derrière qui, malheureusement, est malsain. Et qu'est-ce qui se cache derrière, selon vous? Je n'ai pas la science infuse, donc je ne saurais dire sur un plateau, mais encore moins ici, pour ne pas vous créer des problèmes, je ne saurais dire ce qui se cache selon moi. Mais par contre, ce que nous voyons, c'est quoi? Et qu'est-ce que nous voyons? Le chef de l'État décide pour la question, en réponse à la décision de la Cour constitutionnelle, décide de consulter les parlementaires qui, eux, sont habilités, en réalité, à modifier, puisque c'est eux les législateurs. Alors, il a besoin, pour une modification constitutionnelle, il a besoin, c'est en 2 étapes. Ça doit se faire en 2 étapes. La première étape, c'est pour passer l'étape numéro 1, il faut nécessairement avoir, je crois, les 2 tiers. C'est ça. Oui, pour légiférer. Non, pour avoir la prise en considération de la loi, pour avoir les 2 tiers, si j'ai bonne mémoire, ou bien les 4 tiers, et pour finalement voter, oui, il faut avoir les 2 tiers pour la prise en considération. Avec ces 2 parties, comme vous le dites tout à l'heure, ces 2 parties siamois, il a déjà la prise en considération. Mais malheureusement, ou plutôt par contre, il ne pourra pas modifier la Constitution si les députés démocrates s'y opposent. D'accord? Et maintenant vient son opération de charme, l'homme qui vient, qui dit que lui ne veut pas s'éterniser au pouvoir, il n'a pas envie de réviser la Constitution, il ne veut pas s'éterniser au pouvoir, il n'a aucune envie, il a envie de partir après, il ne veut pas brûler le pays, il apaise tout le monde. Vous comprenez? Mais pendant qu'il est en train d'apaiser tout le monde, il laisse en réalité les démocrates aller faire un compte rendu, mais les autres n'en font pas. C'est-à-dire que les démocrates sont dans la discussion. Eux, ils sont dans le Parlement, ils sont des parlementaires, ils sont en train de parler. Pendant ce temps, les 2 autres partis agissent. Laquelle partie? Les 2 autres, le BR et l'UPR. On apprend qu'un député BR a introduit dans la foulée, introduit une loi, ou bien, je ne sais pas comment vous appelez ça. Une loi de modification de la Constitution. Oui. Là maintenant, je me pose une question. Est-ce que tout ça là amène vraiment l'apaisement? Est-ce que
ça répond réellement à la volonté ou bien à la scène que le chef de l'État a voulu nous montrer. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, entre-temps, nous avons eu un problème. Le chef de l'État arrive au pouvoir, il dit, il jure qu'il ne fera qu'un mandat. Pendant qu'il est en train de dire je ne ferai qu'un mandat, il a essayé de modifier la Constitution, ça n'a pas marché. Pendant qu'il était en train d'introduire en 2017 la modification, pendant qu'il était en pleine démarche de la modification de la Constitution, les gens lui ont posé la question, mais est-ce que ça ne marchait pas? Il a déjà visuré. Il n'a pas dit j'aviserai en ce moment-là. Il a dit qu'il voudrait, les vidéos sont encore là. Mais il a dit d'aviser, toujours. Non, non. Il a dit en son temps qu'il montrera, même si le projet de révision de la Constitution ne marchait pas, qu'il montrera ou qu'il fera tout pour montrer à tout le monde, et il voudrait rassurer tout le monde de ce que en 5 ans, on peut faire le job. Donc, qu'il ne fera que mandat, il s'en ira. C'est ce qu'il a dit. Ah, ok. Quelques semaines après, la révision a échoué une première fois. On sait tout ce qui s'est passé. Une deuxième fois. Maintenant, témoin de ça. voilà. Maintenant, c'est la même personne qui revient et nous dit, qui dit aux démocrates, apaisez, rassurez-vous, je ne veux pas modifier la Constitution, je ne veux pas. Et dans la foulée, en même temps, ces lieutenants introduisent une loi pour modifier la Constitution. De quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire confiance, en fait, aux paroles du chef de l'État. Mais voilà, mais Guy Java, vous ne pouvez pas faire confiance. Non, je pose une question, je l'affirme. Oui, à cette question, M. Anicet Diop va répondre. Écoutez. Est-ce qu'on peut faire confiance au chef de l'État dans ces conditions-là? Bon, le problème ne se pose pas à ce niveau. Et je voudrais dire que ce soit le chef de l'État ou bien la classe politique, ou bien même les acteurs politiques béninois pris individuellement, on ne peut pas leur faire confiance. Et pourquoi? Ben, j'ai dit j'ai eu des occasions, je suis intervenu, j'ai dit, ben, s'il n'y a pas un problème politique, nos dirigeants et la classe politique ne s'acharnent pas sur la révision, ça ne fait pas leur préoccupation. Les problèmes sociaux sont là. Ça ne leur dit rien. Si on veut modifier la Constitution pour faciliter la vie aux Béninois, ça va aider à quelque chose. Mais de 2019 à aujourd'hui, il faut ajuster la Constitution, il faut toucher ça pour des questions politiques. Donc, c'est pour leurs intérêts que les politiciens interviennent sur la Constitution. Et du chef de l'État au dernier opposant, ou bien tous les individus pris de notre classe politique, personne ne peut leur faire confiance. Donc, en matière de gouvernance ou bien de gestion d'affaires politiques, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, selon vous, si le chef de l'État dit je veux réviser la Constitution, et chaque mois, ou bien chaque semaine, chaque citoyen aura mobile money, 1000 francs. Non, ne nous blaguez pas sur ce plateau. Je veux vous dire un truc. Qui a introduit ce projet? Hassan Seibou. L'honorable Hassan Seibou, c'est... Député BR. Oui, c'est l'homme de main de Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État chargé du plan. Ça veut dire quoi? C'est un projet porté par le BR. Quand, en 2021, quand Talon voulait briguer un second mandat, sa candidature a été portée par le BR. Oui. Donc, pour des choses sérieuses et pertinentes, le BR s'en charge. Si le suppléant de Abdoulaye Biotchane porte ce projet, c'est le projet du chef de l'État, c'est le projet de l'exécutif. Donc, nous, les jours qui vont venir vont nous éclairer et nous n'avions pas... Moi, je vois les énigmes de M. Chafar qui sont légitimes. Qu'est-ce qui est caché là? Qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons le peuple
peuple béninois témoin et nous observons cette 9e législature. On verra si ils iront à une révision fondée sur le bon sens, la raison, la rationalité. On verra aussi s'ils vont faire prévaloir leurs intérêts personnels. Oui. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui, monsieur Java. Moi, je suis prêt à ce qu'on révise la Constitution. Je vais vous expliquer. La Constitution elle-même a prévu qu'on la révise à tout moment et à toute heure. Donc, ne pas être contre la révision de la Constitution, c'est également violer la Constitution. Dans une certaine mesure. Si je vais au conditions actuelles, si je vais au bout, vous allez comprendre. Frise une révision opportuniste. Je suis d'accord, mais allons-y pas à pas. Je redis ceci. Refuser de réviser la Constitution ou refuser de réviser une Constitution, c'est également violer la Constitution. Parce que la Constitution a prévu qu'on la révise. N'oublions pas une chose. Parole du consultant. N'oublions pas, attendez, n'oublions pas une chose. Que ce soit ici, au Bénin, quel que soit l'endroit où nous sommes, en Europe, je dis aux États-Unis, en Russie, les constitutions se révisent. D'autres parlent d'amendements, d'autres parlent de signes, mais elles se révisent. Oui. D'accord? Première chose. Moi, je suis prêt qu'on révise la Constitution. Si, ce n'est pas si ce n'est pas une révision opportuniste. Voilà. Attendez. Oui. Si dans le nouveau projet, on essaie de réviser, par exemple, le code de procédure civile, moi je suis prêt. Si, dans le nouveau projet de constitution, on admet qu'effectivement 5 ans, c'est 5 ans, moi je suis prêt. Je suis prêt à ce qu'on révise la constitution si on révise la loi sur le parrainage. Je suis prêt à ce qu'on révise la constitution et que les nouvelles lois se rendent compte réellement de nos besoins. Mais je en disant ceci. Oui. Je suis prêt à ce qu'on révise la Constitution. Vous allez vraiment finir. Oui. Je suis prêt à ce qu'on révise la Constitution si le code du numérique est révisé et répond réellement aux attentes. Pas comme ça se passe là. Où on peut interpeller quelqu'un dans la rue, on peut commencer, on vous interpelle, on fouille votre téléphone, on fouille vos motos, on vous dit, moi je suis prêt à ce qu'on révise la Constitution si le nouveau projet de Constitution tient compte de tout ça. D'accord. Parce que nous avons besoin, on ne peut pas fonctionner comme on fonctionne là, ça ne peut pas continuer. D'accord. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas arrêter tous ceux qui se regroupent quelque part et dire attroupement non armé. Voilà. Attroupement non armé. Guy Java, on vous a bien entendu. Et vous avez tellement prononcé de si, mais il y a un carrefour où vous vous retrouvez avec Anisé Tiyo. Il dit, lui, il n'est pas contre la révision, tout comme vous. Mais révision opportuniste, là. J'ajoute en plus. Donc. Moi, je ne suis pas dans les détails. Moi, je n'ai pas de conditions de révision. J'ai des suggestions aussi, j'ai des souhaits. Je veux, par exemple, qu'on vote une loi qui recadre les bails, les locations. Je donne un exemple banal. Quelqu'un loue 4 mètres carrés à 20 000. Et la même dimension, un autre propriétaire la loue à 50 000. Et quand tu demandes, on dit, bon, ils ont mis staff, ils ont mis baie vitrée, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, c'est tuile. Et les loyers sont chers à Cotonou. Et voilà. Si une loi peut cadrer ça, si les députés font un truc pareil, moi je veux les applaudir. Si on dit dans notre constitution que le dirigeant qui n'arriverait pas à sécuriser les biens et les personnes, qui n'arriverait pas à assurer la redistribution équitable de notre richesse, doit démissionner. Moi, je veux qu'on fasse ça. Ça va au profit. Comme ça, un dirigeant saura qu'arriver au pouvoir, il ne peut pas brandir l'arme contre les manifestants. Il ne peut pas prendre les ressources de la République pour les consacrer à un seul projet. Voilà. Autre chose, la Constitution, ça c'est mes souhaits. La Constitution, vous avez un si on veut la réviser,
il faut qu'il y ait de consensus. Si ceux qui sont concernés, les représentants du peuple et la classe politique, si tout le monde est d'accord, allons-y. Donc, moi, je ne suis pas dans les petits détails. Il faut qu'il y ait consensus, il faut qu'il y ait entente. Ok. Merci. Ok. Guy-Java, vous avez certainement un parent, un oncle, une tante ou quelqu'un qui est agent de sécurité. Agent de force de l'ordre et de sécurité. Et de sécurité, donc vous en avez. Force de défense et de sécurité, c'est ce qui se Voilà. C'est la nouvelle appellation, ça. Voilà, force de défense et de sécurité. Défense et de sécurité. Maintenant, il y a une loi ou une décision qui fixe la retraite anticipée. Qu'est-ce que vous en dites? Si vous en étiez un. J'ai la chance d'appartenir à un parti politique qui est le seul parti qui a réagi jusque-là. Je ne sais pas si d'autres ont réagi. Je crois que le MPL... Là, Non, je connais le MPL. Le MPL, le seul. Le mouvement populaire de libération. Et avant le MPL, les communistes qui se sont prononcés sur ce sujet également. Alors, moi, je vais dire quelque chose. Voilà. Et parlant du MPL, je profite personnellement pour saluer le président Espérance Tébé. Je vais lui passer le message. Je le salue, Espérance Tébé, pour tout ce qu'il fait. Et donc, pour sa sincérité. Allez-y alors. Ce qui se passe là est un scandale. Mais là encore, on a l'impression que le gouvernement se lève. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est la première fois que ça arrive. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Attendez, je vais vous dire, ces genres de licenciements déguisés, peut-être anticipés, c'est licenciement. Donc, l'autre a raison. Je vais, c'est qui l'autre? Celui qui a parlé du gouvernement ventilateur là. Bon, je n'ai pas dit ça, moi, je ne veux pas employer, je ne veux pas répondre de ce que quelqu'un a dit, je réponds de ce que moi j'ai dit. Oui, ce système, ce gouvernement est arrivé en 2016. Oui. Quand ils sont arrivés, ils ont dit une chose. Ils ont annulé les concours jusqu'en 2014. D'accord. Toute société qui travaillait, moi je fais partie des premières personnes qui ont été envoyées à peine 3 mois. Quand ils sont arrivés, on a fermé STTB où je travaillais. Une société qui travaillait sur la plateforme portuaire, qui gérait le mouvement des camions. On les a sortis. Et puis un peu moins de 500 employés sont allés au chômage. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que de mon point de vue, on a l'impression que tout ça est calculé. Qui veut crier aujourd'hui? C'est ceux qui sont là qui vont crier. Parce qu'il y a des gens depuis 2010, depuis 2016, qui sont en train d'aller au chômage du fait de ce gouvernement-là. Oui. Et personne ne crie. Qui veut soutenir qui dans ça? En 2016, on a envoyé des gens au chômage. J'en faisais partie. En 2017, ça s'est passé. En 2018, c'est 15 agents au port autonome de Cotonou qui ont été envoyés à la retraite anticipée. Et d'autres en prison. Non, je ne vais pas parler de ceux qui sont en prison, donc qu'à répondre de ceux qui sont en prison. J'ai dit 15 agents, on les a pris, on les a triés au volet. A dit que, allez, vous partez à la retraite anticipée. Vous pesez trop. Les anciens directeurs généraux, les anciens, tous ceux, allez, bref, à la retraite anticipée. On leur paye 9 mois de salaire. C'est ce que le code, votre nouveau code dit. Et on les envoie au chômage. Maintenant, avant eux, je ne sais pas si c'est avant eux ou c'est après eux, au niveau du ministère de l'Agriculture, pareil. Oui. CNCB, on a envoyé tout le monde là-bas. Sonacop, pareil. Et comment vous avez CNCB, Sonacop, SBE. SBE, je ne sais pas si on en a fait à la SBE, mais je parle à la SBE. Il y en a fait. Oui, SBE. Vous voyez? Avant d'amener le belge là. Et on fait ça progressivement. En 2016, on a annulé le concours jusqu'en 2014, personne n'a crié. On est passé en 2017, on en a fait, personne n'a crié. C'est-à-dire chacun, parce que les autres, quand on envoie les gens au chômage, d'autres restent là-bas et disent, bon, comme c'est pas moi, c'est rien. Comme c'est pas moi, il n'y a pas de problème.
Attends. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Comme ce n'est pas moi, Oui, il n'y a pas de nous sommes n'était pas oui, le je sais. Excusez-moi. Allez-y, Si- on va se prononcer sur le sujet. Je vais lui laisser le temps. Il n'y a pas de problème. Comme ce n'est pas moi, il n'y a pas de problème. Et du jour au lendemain, le tour de son voisin arrive. Il sent que ça se rapproche de lui. Et quand les gens disent, bon, écoutez, c'est normal. On trouve que c'est normal. Certaines personnes trouvent que c'est normal. De toute manière, le gouvernement donne des justifications. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait 20 ans de carrière, au moins. Il reste environ 15, c'est ça, hein, 15 ou 10. Non, 10 ans. 10 ans pour finir la carrière. Au niveau de ceux qui ne sont pas dans les forces de l'ordre, dans les forces de défense et de sécurité, c'est 15 ans qui devaient le rester après 20 ans. On est envoyé au chômage. Il paraît que 11 personnes ont fait AVC. Les journaux en ont relayé aujourd'hui. Vous avez dit, il paraît. J'ai dit, oui, non, je vais aller voir. J'ai dit, il paraît parce que les journaux ont relayé ça. J'ai eu la nouvelle hier. Je dis, mais il est temps qu'on s'arrête, que le gouvernement même s'arrête et nous dise ce qui se passe. Parce que ce qu'on a trouvé, ce que le grand frère Wilfried me dit, le secrétaire général adjoint du gouvernement, ce qu'il est venu donner comme explication pour moi. Le porte-parole. Oui, porte-parole. Je préfère qu'on appelle porte-parole du gouvernement. Oui, mais ce qu'il est venu donner pour moi comme argument, ça nous soutenu par tout, même les mauvaises choses sont soutenues par les lois, que ce soit ici ou ailleurs. Mais le problème, est-ce que nous cherchons à régler réellement le problème des Béninois quand nous faisons ça? Je préfère que les gens qui nous dirigent aujourd'hui réfléchissent. Parce que eux, ils ont un mandat. Quand ils vont finir, ils n'auront plus de mandat, quelqu'un d'autre va venir. Est-ce qu'on réfléchit pour pérenniser les lois ou bien on réfléchit pour régler les problèmes de l'instant, les problèmes que nous avons? Voilà. C'est pour ça que l'histoire, que le dossier de la révision de la Constitution, ça doit être réellement pensé. Nous avons révisé la Constitution il y a 2 ans. Non, sur cette question, oui, je vais vous arrêter la parole parce que si vous la laissez, vous n'allez pas finir avec. Vous êtes consultant en gestion, en stratégie de communication. Donc, vous savez communiquer mieux que moi. Je vous connais. Monsieur Anisé Dio, juste 30 secondes. Non, je vous en prie. Le sujet est pertinent, on ne peut rien dire en 30 secondes. Je vais vous dire un truc. Ce que nous vivons est grave. C'est vous qui le dites. Parce que c'est des agents permanents de l'État qui vont à une retraite forcée. Et on nous a dit, le porte-parole du gouvernement a dit que oui, ce n'est pas une sanction voilée ou bien ce n'est pas un ciblage, tout ça c'est bien. Ben, allons au-delà de l'acte. Et pourquoi? Qu'est-ce qui motive le pouvoir en place à se débarrasser de 1074 agents des forces de défense et de sécurité? Les 1074, il y a des policiers, des douaniers, des forestiers et autres. Or, le régime en place n'a pas manqué de faire des recrutements au profit de l'armée. Bon, pourquoi ceux-ci sont devenus gênants? Moi, j'ai commencé par comparer le fait. Je suis remonté en arrière pour voir la période de Papa Soglo, qui dans le temps, dans les programmes d'ajustement structurel, a proposé des départs volontaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, dans les années 90. Ça, c'est... Je ramène ce fait pour dire, est-ce que ce n'est pas dans la même démarche de départ volontaire que le régime en place fait maintenant une retraite forcée? Parce que si gouverner, c'est prévoir, oui, si à long terme, le régime en place va se confronter à une crise économique et financière, non, mais il y a une nuance à on peut réduire les charges de l'État. Des débats volontaires, c'est celui qui veut, qui part. Oui, laissez-moi vous expliquer. Mais ici, c'est débat obligatoire. Est-ce que dans tous les cas de figure, on n'a pas besoin de se débarrasser des gens pour alléger les charges de l'État? Voilà.
Donc, l'objectif des départs volontaires, c'est se débarrasser des gens pour alléger les charges à long terme. Et l'objectif de ceci aussi, moi je ne sais pas trop, on ne nous l'a pas dit, mais moi je pense que c'est pour alléger les charges de l'État, c'est pour, je ne sais pas si une crise financière ou économique nous guette. Je ne sais pas dans quoi nous sommes. Donc le régime en place nous doit des explications. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont convaincu personne. Des explications plausibles. Donc, moi, je vais vous dire, on doit prendre ça au sérieux. Oui. Et très sérieux, parce que quand on prend tout, le fait est déjà là. Mais quand vous prenez les victimes, moi je les appelle les victimes, ça ce n'est pas un truc à applaudir. Quand vous prenez ça rajoute maintenant à quoi? Aux problèmes sociaux qui existaient. L'inflation, M. Balaro, permettez-moi de finir. L'inflation généralisée nous a conduit à des situations drastiques déjà. Maintenant, on s'en va forcer les gens à aller à la retraite. Est-ce qu'on n'est pas en train de tordre le cou à l'ordre social et professionnel au Bénin? Est-ce qu'on n'en rajoute pas à une crise qui existe déjà? La misère, elle est là. Elle ne fait que creuser de fossés et faire engloutir des victimes. Donc, rien n'est fait pour soulager les populations. En réduisant le nombre de fonctionnaires, ces charges vont permettre de faire quoi? Donc, c'est un peu difficile. Le gouvernement nous doit des explications. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'observer. Et il n'y a que les victimes, on ne peut que leur souhaiter de la persévérance et puis de la tolérance d'abord. Parce qu'après tout, c'est un État. Donc, on ne peut pas... Moi, je vois ce dossier-là, c'est assez crucial. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'au-delà, en prenant les choses, comme vous l'avez dit, c'est un aspect. Mais il y a d'autres aspects qui, à mon humble avis, rend la chose un peu plus... Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une crise de sécurité au Bénin? Je vous explique. Ce qu'on envoie aujourd'hui au chômage en griffe, moi j'appelle ça chômage. Vous avez dit que c'est retraite anticipée. Vous avez dit que c'est retraite forcée. Ce sont des gens qui ont manié les armes. Hein, et qui, pour la plupart, l'ont manié au moins pendant 20 ans. Bien sûr. Et c'est 1074 personnes qui ont manié des forces militaires et paramilitaires, qui ont manié les armes pendant au moins 20 ans. Qu'on envoie au chômage forcé. Qu'on envoie à la retraite forcée. Donc forcément, il faut faire ce qu'ils ne devraient Moi, je ne dis pas... Ce n'est pas le choix de quelqu'un sur ce plateau. Mais écoute, vous prenez... Vous, là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes employé par News Africa. Très bien, TV. Un jour, quelqu'un vient à News Africa TV, un jeune vient, il dit, bon, écoutez, allez au chômage. Hein? Vous allez accepter facilement? Non, c'est pour ça que je dis... Je vous pose la question, vous allez accepter facilement? Ici, c'est moi qui pose la question. Ah, d'accord. Moi, en tout cas, ce que je dis est assez clair. Donc, je disais, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une crise sécuritaire? Parce que moi, je me rappelle, je crois que c'était à Ouaga, c'était au Burkina Faso, que, prise de colère, le chef de l'État d'alors, Blaise Compaoré, a envoyé environ 12 000 soldats à la maîtrise. Est-ce que c'est la retraite? Il les a virés, parce je crois qu'il y a eu un mouvement au niveau de là, ils les ont tous envoyés à la retraite. 12 000 personnes en son temps. C'est ça qui a créé jusqu'aujourd'hui l'instabilité. Non, pas l'instabilité. Au niveau de Palangouma, lorsque tu traverses la frontière à Port-Gare et que tu rentres. Non, vous savez, on ne va pas parler de ça ici. Non, je suis en train de... Vous ne savez pas, vous savez. C'est difficile déjà. C'est difficile. Tu es sur les deux pieds, tu vas bien, tu travailles, on te donne le salaire. C'est difficile déjà de vivre actuellement au Bénin. Oui, maintenant, on te dit,
tu as été habitué, tu n'es même pas, tu n'as même pas, on t'a même pas dit que ça peut arriver. Oui, c'est. Et d'un jour à l'autre, on te dit, tu vas au chômage. Non, je vous comprends, mais nous n'allons pas faire place à la géopolitique. Non, ce n'est pas de la géopolitique. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Moi, j'ai été braqué à Ouaga. Oui. Mais non, mais vous pensez que ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer ici? Ce que je demande, très sincèrement, s'il y a un problème, moi je sais dans l'histoire du port, des travailleurs, à un moment donné, parce que le port, ça n'allait pas, les travailleurs à un moment donné ont décidé de renoncer à une partie de leur salaire. C'est ça, moi j'appelle succession patriotique. S'il y a un problème, que le gouvernement consulte tous les composants de la nation. Ah, nous avons un problème. Déjà, moi je connais des retraités qui ont eu du mal, en tout cas ils ont eu quelques retards. Le mois passé, ils ont apercevoir leur prime de retraite, comment vous appelez, leur pension. C'est déjà là. Alors s'il y a un problème, qu'on nous dise qu'il y a un problème et qu'on cherche une solution ensemble, mais qu'on ne cherche pas à brimer des gens, tous qui sont. Vous savez ce que c'est que servir sous le drapeau, servir un pays. Et le travail que font ceux-là, c'est un sacerdoce. On ne peut jamais leur payer ça. Les militaires, les policiers qui sont morts, parce qu'il y a eu braquage quelque part, on a tiré sur eux. Ceux-là, ils sont partis. Et ceux qu'on est en train d'envoyer au chômage forcé aujourd'hui sont passés par là, c'est peut-être que d'autres seront déjà morts, mais ils ont réussi à tenir jusqu'à là. Et en jouant cela, on dit, bon, ok, vous partez à la retraite, sans donner des explications plausibles. Donc, je vous en prie. Il faut que le chef de l'État et ses hommes arrêtent de faire les choses seuls. Les problèmes de la République sont là depuis des décennies. Et si ils ont pris les rênes du pouvoir, s'ils peuvent réparer quelque chose pour bien régler un souci local, au lieu d'en rajouter, et c'est à force de faire les choses seuls qu'on en arrive là. La nation, c'est pour tout le monde. Il faut cesser la gestion, bien la gouvernance à sens unique. Comme l'a dit M. Chafa, associer tout ce qu'il faut. Associer les experts de la chose. Ce n'est pas se lever du matin un jour seulement et surprendre les gens. Ça, c'est une surprise très désagréable. Amener les gens à ne plus. D'abord, le travail, que le salaire soit infime, que le salaire ait moins de valeur même. Le travail est une garantie pour le travailleur, le fonctionnaire, surtout le fonctionnaire béninois. Vous voyez comment ils se vendent, je suis cadre à tel endroit. C'est ça son cadre. 20 ans de service après, où la personne peut-être n'a pas préparé une retraite, où la personne se dit, bon, les 5 ans qui viennent, dans ma projection, je dois faire ci, je dois faire ça. Les autres 5 ans qui restent, je dois construire ma maison, ou bien je dois faire ci. Et on le surprend. Elle lui disait, le dit. Ça veut dire quoi? S'il y a une crise, c'est légitime. Il peut y avoir crise. J'ai lu un commentaire sur Facebook qui m'a fait rire. Il diminue le truc des gens, mais lui-même se commente 45 jours. Il s'est employé 45 jours. Et même il diminue. C'est trop fort. On n'a qu'à quitter la gouvernance politique et rentrer vraiment dans les sérieux problèmes. Mais il y a quelques semaines, c'est les agents des eaux et forêts il y en a qu'on a recruté, non? Dans la police, on en a recruté il y a quelques semaines. Ou bien, moi, je crois. Les jeunes qu'on recrute là vont craindre. Vous voyez vos aînés qui n'ont pas fini leur carrière, on dit bon, on vous remercie. Comment? Et puis, c'est dans ça là, on recrute des jeunes. Maman, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, M. Anissé. Mais c'est objectif. Non, mais je ne suis pas contre non plus. Tu n'es pas sur d'une carrière entière. Voilà. Et là, on va finir sur les stades. Alors, les stades, sur les pelouses alors. Oui, la pelouse de la canne. La canne, quel bilan en 5 jours? Moi, je vous remercie Dieu que je n'ai pas participé à ces cadres. Je me pose la question depuis quelle équipe on allait gagner. Vous avez connu le Nigeria.
Non, 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 non. J'ai dit, bon, la dernière fois, c'est vrai que j'avais dit que le Nigeria, même. Ce Nigeria que j'ai vu, en tout cas, est légèrement décevant. C'est un Nigeria monument. Je ne dirais pas ça, mais je crois que c'est un Nigeria qui a des individualités, mais qui peine à jouer avec cohésion. Je pense qu'ils ont beaucoup à gagner à jouer ensemble, parce que il y a quand même plein de très grands joueurs qui sont nigériens. Hein. L'actuel ballon d'or africain. Oui. L'actuel ballon d'or africain. Il n'a pas assuré, il n'assure pas. Qu'il assure, c'est ça que je dis. C'est-à-dire, j'ai l'impression que. Trop de raté dans sa prestation. Voilà, j'ai l'impression qu'on compte beaucoup plus sur les individualités que sur la cohésion. Alors que cette équipe peut faire beaucoup de choses s'ils étaient unis, s'ils jouaient l'autre pour l'autre. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va repêcher. Une équipe. Non, au-delà de tout, moi j'accepte même la défaite, d'accord, en face des Équato-Guinéens, parce que c'est une équipe, croyez-moi, qui s'est apprêtée. Par contre, 4 buts à 0 sur les propres installations. Ils n'ont qu'à venir au Bénin, ils disent que le Bénin, on l'a signé. Ils n'ont pas venu au Vaudou-Dé. Il fallait venir au Vaudou-Dé. La CAN en général fait beaucoup de révélations. Cette CAN. En tout cas, le niveau est assez élevé. Lesquelles révélations? Non. Les Guinées, là. Oui. Namibie, Gambie, il n'y avait pas une petite équipe. Que ce soit la première journée, deuxième journée, troisième journée. La Mauritanie qui participe à sa première CAN, vous avez vu? Vous voyez la prestation fait douter les Camerounais. Aujourd'hui, l'Algérie est éliminée. Les Blastars sont éliminés. Donc, il y a de grandes équipes qui sont déjà parties. Mais ceux qui restent là, qu'est-ce qui va se passer? Dans les confrontations, on aura des finales. Lui, il a été pour On aura des finales parce que. Non, il a été pour la. Vous voyez, Cameroun, Nigeria. Non, lui, qui n'a pas été pour le Bénin pour la finale. Non. Oui, mais il y a un hétéro congolais qui a dit que. Il dit, les Béninois ne participent pas à la table, mais ils peuvent participer à tout moment, ils peuvent se lever. Que c'est l'humilité. Non, mais. Revenons du sérieux. Vous voyez, les équipes. Il y aura la confrontation de Guinée Cameroun. C'est une finale. Et on attend de voir ça demain avec une heure. Il y aura aussi le lundi Sénégal-Côte d'Ivoire. Encore que on a une Côte d'Ivoire agonisante. Non, pas agonisante, une Côte d'Ivoire. La finale, c'est quand? La finale, c'est quand? Si la Côte d'Ivoire. Non, laisse la finale. Si la Côte d'Ivoire veut se remettre de sa blessure, bien veut assurer, on saura. Encore qu'ils sont à la quête d'un entraîneur occasionnel, je dirais, un entraîneur de circonstance. Je vais poser. Donc, dans tout ça, on a les Marocains qui assurent. On a l'équipe sénégalaise qui a fait un parcours sans reproche. Donc, 9 points sur 9. Et puis, ils évoluent. Et c'est eux qui vont peut-être éliminer la Côte d'Ivoire. Parce que, alors nous sommes à 80%, Sénégal peut l'emporter. 80%. Donc, finalement, sur la pelouse, c'est d'autres réalités. On ne sait pas ce qui va se passer. Ok, d'accord. Là, on va en finir. Là, finalement, tu as craché le crapaud. Il a fait la pronostic. Il a dit Nigeria. Maintenant, tu as dit Cameroun. Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je vois les Marocains remporter la CAN. C'est Marocain. Je ne suis pas Marocain. Moi, je ne souhaite pas. Si ça devait arriver, je vais accepter difficilement. Je sais pas. C'est une nation africaine. Non, écoutez, ils nous ont fait honneur. Leur intérêt allait dire que lui joue pour les Arabes, qu'il ne joue pas pour les Africains. Écoutez, non, c'est les échos. Oui. Par conséquent, moi je suis réaliste. Oui. Aujourd'hui, à l'état qu'on est, je dis, ne vendez pas la peau du loup. C'est dans le réalisme. Ils sont dans la canne.
c'est dans le Je sais pas, réalisme. Non, moi j'ai fini même avec cette histoire. C'est dans le réalisme Revenons que je t'arrache la parole, je te donne 30 secondes. Dans le réalisme. Revenons à la réalité, revenons dans la réalité en disant ceci. Aujourd'hui, 30 secondes. nous aurons de très belles affiches, d'accord, pour les week-ends de finale. Et je me demande si ceux qui seront, enfin, ces affiches-là ne vont pas vraiment nous enlever quelque chose au niveau des quarts de finale et des demi-finales. Parce que Côte d'Ivoire, Sénégal, ce sera un grand match. Nigeria, Cameroun, ce sera un grand match. D'accord? Pour le moment, bon, les autres également vont faire de leur mieux. Bon, aujourd'hui, il faut être honnête, le Nigeria peine, mais on va espérer qu'il se réveille un peu. Le Sénégal a une très belle, aura des éléphants blessés en face. Parce qu'actuellement, les Lions sénégalais ne sont pas blessés. Mais écoutez, ils sont sereins. Moi, c'est à cette CAN que je constate que l'éléphant est trop lourd pour jouer au football. Rien n'est là. Il regarde comme les éléphants. Changer l'éléphant et mettre le deuxième arbre. On les aurait remerciés pour l'organisation de la CAN. Alors que les tickets, il y a problème de tickets, les gens n'arrivent pas à accéder au stade. Mais bon, s'ils ont assuré à 60%, on peut les remercier pour ça. Mais espérer qu'ils gagnent cette CAN. Moi, je n'ai pas mis pied en Côte d'Ivoire. Je pense y aller et peut-être avoir la fin. J'espère. Je n'ai pas mis pied en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas vraiment. Mais ce que je vois là, comme organisation, bon, c'est pas mal. Mais je vous dis quelque chose. Comptant sur le pragmatisme de Patrice Talon, si la CAN avait été organisée au Bénin, croyez-moi, on aurait mieux fait. Comment ça? Ah, je vous assure. Vous avez vu le Boludé? Boludé, ce n'est pas. Vous avez vu la réussite? Ce n'est pas ballon. Bon, imaginez. Djaba, on t'a entendu. Tu viens de clore le débat. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi ce débat sur News Africa Télévision. C'est votre débat de tous les vendredis. À la technique, nous avons eu Stanislas Koukenjo avec Nassirou Soumanou et Fiagre Sotonji. C'est eux qui nous ont servi dans les caméras. Invité, j'ai eu à ma gauche Anissé Tiyo, il est journaliste. À ma droite, Guy Tchafa, consultant en stratégie de communication. Moi-même, c'est Aristide Balaro. Nous vous remercions de nous avoir suivis et là, tout le monde descend.